J'ai vu de nombreuses vidéos qui expliquent l'histoire de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, mais il reste une question que je lis dans beaucoup de commentaires. Est-ce qu'on assiste à une situation de racisme inversé? Moi, je suis de la 7e génération en Nouvelle-Calédonie et on me traite de sale blanc, retourne chez toi. Il y a aujourd'hui un racisme anti-blanc en Nouvelle-Calédonie. Je sais que c'est tabou en métropole et qu'il ne faut pas en parler. Quand vous allez à Fidji, c'est des Fidjiens. Quand vous allez à Tahiti, c'est des Tahitiens. Quand vous allez à Wallis, c'est des Wallisiens. Il n'y a qu'ici en Calédonie, quand vous arrivez, c'est des autres personnes qu'on retrouve dans les instances. On a vraiment l'impression que le racisme est inversé. Alors pour clarifier la situation, je vous propose une réflexion sur la manière dont le racisme fonctionne et surtout à quoi il sert dans le contexte de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Bien entendu, la crise actuelle en Kanaki ne se limite pas à des questions de racisme, il y a aussi une dimension économique et politique complexe, mais je crois qu'il faut prendre le temps d'analyser la dimension raciste car elle revient beaucoup dans les argumentaires des différents camps. Vous êtes sur la chaîne Histoire Crépue, ici on parle d'histoire coloniale sans jugement et sans tabou. Si vous voulez nous soutenir, abonnez-vous, partagez, contribuez financièrement en passant par notre site histoirecrépue.fr. Alors pour commencer, il faut comprendre une chose. La Kanaki Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas la France. La Kanaki Nouvelle-Calédonie est un archipel d'Océanie unique en son genre. Ce n'est ni un département, ni un territoire, ni un pays d'outre-mer français. C'est une collectivité territoriale sui generis, un statut spécifique qui n'existe nulle part ailleurs. Qu'est-ce qui rend ce territoire si unique? Selon l'ONU et le droit international, la Kanaki Nouvelle-Calédonie est un territoire en cours de décolonisation. Aujourd'hui, il est administré par le ministère des Outre-mer français, mais ce n'est pas un Outre-mer. La Kanaki Nouvelle-Calédonie a son propre gouvernement indépendant de celui de la République française. Elle possède également un congrès et un sénat coutumier kanak. Mais l'indépendance de ces institutions est limitée car la France, en tant que puissance tutélaire, conserve le contrôle des pouvoirs régaliens. Les relations extérieures, le contrôle de l'immigration, la monnaie, puisque la Kanaki utilise la monnaie coloniale du franc Pacifique, la défense, la justice, la fonction publique et le maintien de l'ordre. Étant un pays en voie de décolonisation, les habitants de Kanaki Nouvelle-Calédonie ont leur propre citoyenneté, la citoyenneté calédonienne qu'ils peuvent cumuler avec la citoyenneté française et la citoyenneté européenne. Mais attention, les citoyens français ne sont pas automatiquement des citoyens calédoniens. En tant que colons, ils n'ont donc pas le droit de voter dans les institutions réservées aux citoyens calédoniens. Cette situation est très différente du reste des Outre-mer français. Par exemple, si vous êtes de Bourgogne-Franche-Comté et que vous allez en Guadeloupe, vous pourrez voter car la Guadeloupe est un Outre-mer français. En Kanaki Nouvelle-Calédonie, en tant que Français, vous êtes dans un pays en voie de décolonisation et vous n'avez donc pas le droit de voter sur certains sujets réservés aux citoyens calédoniens, surtout si le sujet du vote c'est « faut-il devenir français ou finaliser l'indépendance ?» Seuls les citoyens calédoniens peuvent répondre à cette question. Mais alors, qui sont les citoyens calédoniens? Les citoyens calédoniens se répartissent en 3 groupes principaux. Les Kanaks, les Caldoches et les autres immigrants. La communauté la plus importante est celle des Kanaks, présents depuis 3000 ans sur l'archipel. Ils sont organisés en plusieurs clans et tribus, parlant plus de 25 langues différentes. L'arrivée des Européens a décimé près de la moitié des Kanaks, en grande partie à cause des maladies venues d'Europe et des mauvais traitements. Les Kanaks ont été confinés dans des réserves, soumis au travail forcé et au code de l'indigénat. Jusqu'en 1946, ils n'avaient ni le droit de vote, ni le droit de représentation politique. Aujourd'hui, les Kanaks représentent environ 41% de la population de l'archipel. Cependant, ils subissent de fortes inégalités. Une grande partie des Kanaks vivent sous le seuil de pauvreté, 46% se sont arrêtés au brevet des collèges et ils constituent plus de 90% de la population carcérale. La deuxième communauté, ce sont les Caldoches, qui possèdent également la citoyenneté calédonienne. Ce sont les descendants des colons français présents depuis plusieurs générations puisque la Kanaki Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement où la France a massivement installé des colons pour devenir plus nombreux que la population locale. Elle a fait venir des milliers de prisonniers dans des bagnes coloniaux ainsi que des colons libres venus s'enrichir. Les Caldoches d'aujourd'hui sont donc les descendants de ces diverses populations blanches. La troisième communauté est composée d'immigrants venus au fil du temps pour diverses raisons, souvent à la recherche de travail. On y trouve des Polynésiens, des Vietnamiens, des Métis et des Blancs venus récemment de métropoles qu'on appelle les métros. Mais tandis qu'ici, belle Nouvelle-Calédonie,
Les immigrés arrivés avant 1988 possèdent la citoyenneté calédonienne, tandis que ceux arrivés après 1988 sont considérés comme des étrangers ou des colons français sans droit de vote sur les questions réservées aux citoyens calédoniens. Mais attention à ne pas avoir une vision trop binaire de la situation. Certains Caldoches peuvent soutenir les indépendantistes et inversement, certains Kanaks peuvent être loyalistes. Et pareil pour les immigrants. Ce n'est donc pas une guerre de race où on verrait se battre tous les Kanaks contre tous les Blancs, mais c'est quand même un conflit racialisé à cause de l'histoire coloniale de l'archipel. Parlons-en. Comment le colonialisme fonctionne-t-il en Kanaky-Nouvelle-Calédonie ? Depuis l'arrivée des colons français, le système colonial s'impose avec une efficacité redoutable grâce à une technique clé, le racisme. Le racisme n'est pas seulement un sentiment, ni une faute morale, ni même simplement de la xénophobie, qui est la peur de l'étranger. Le racisme, c'est quelque chose de plus précis, c'est une technique inventée par les puissances coloniales européennes pour organiser la xénophobie autour du concept de race et assurer la domination européenne. Cette technique classe les gens en catégories raciales, créant une hiérarchie facilement identifiable avec les couleurs de peau. Par exemple, toutes les populations perçues comme blanches sont regroupées dans une même case, même si les Catalans n'ont rien à voir avec les Suédois. Être blanc signifie être supérieur, avoir le pouvoir et bénéficier de privilèges inscrits dans la loi coloniale. D'autres groupes, comme les Asiatiques, sont rangés dans des catégories intermédiaires, tandis que les Noirs sont placés tout en bas et sont donc défavorisés par les lois coloniales. Le racisme fonctionne comme une classe sociale. Pour donner un exemple, dans un système féodal, un noble, qu'il soit riche ou pas, est toujours supérieur à un paysan. De même, dans le système colonial, un blanc, même bagnard, est supérieur au plus respecté des chefs kanaks. On crée des sortes de classes raciales. Ce privilège racial est renforcé par des structures politiques et économiques qui favorisent les blancs. Et ça se manifeste très clairement. Par exemple, en Kanaky-Nouvelle-Calédonie, en 1956, les Blancs sont la communauté la moins nombreuse, et pourtant c'est quand même leur langue, leur monnaie, leur force de l'ordre, leur justice, leurs médias et leur politique qui dominent. Alors les Européens ne sont pas les seuls à avoir mis en place des systèmes de domination. On est bien d'accord. Par exemple, on peut parler du suprématisme Han dans le contexte chinois. Mais ce suprématisme a une histoire, un fonctionnement et une logique différente de ce qu'on appelle le racisme. Le racisme, c'est vraiment ce système de suprématie créé par les Européens dans le cadre de leur conquête coloniale. Et si on le retrouve partout dans le monde, ce n'est pas parce qu'il fait partie de la nature humaine ou qu'il est universel. C'est tout simplement parce qu'il a été installé partout où les colons européens se sont installés. Ce sont donc les Blancs qui créent la catégorie blanc, parce qu'elle est utile pour eux. Ce sont encore les Blancs qui créent et imposent la catégorie Kanak. Ce ne sont pas les peuples Kanak qui ont imaginé et mis en place ce système binaire. Pourtant, ils sont obligés de vivre avec. On leur apprend à valoriser la culture blanche et à intérioriser leur propre infériorité. Cette domination devient une habitude pour les colons et pour les colonisés, puisqu'elle est enseignée et renforcée par le système éducatif colonial. Vous habitez dans un pays du Pacifique. Alors, est-ce qu'ils sont réellement vos ancêtres, les Gaulois ? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Comment vivaient-ils les Gaulois? Comme des sauvages, donc comme vous autres. Oui. Le racisme est donc un système de domination qui crée des classes raciales et qui permet à la colonisation de fonctionner. Sans racisme, les gens seraient égaux, ils pourraient tous avoir le même poids politique, avoir des postes à responsabilité, bref, sans racisme, impossible de faire fonctionner la colonisation. N'oubliez jamais ça, le racisme n'est donc pas simplement de la xénophobie, le racisme c'est bien une technique, un outil qui permet de mettre en place la domination coloniale européenne. C'est une structure de pouvoir qui privilégie les blancs, même s'ils ne sont pas d'accord avec ce système. C'est ce qu'on appelle la suprématie blanche ou le racisme systémique. Comprendre cette dynamique va nous aider à savoir si le racisme est en train de s'inverser aujourd'hui en Kanaky-Nouvelle-Calédonie ou pas. Et pour ça, revenons à notre histoire. Nouvelle-Calédonie, les forces de l'ordre ont lancé un assaut contre les preneurs d'otages. 21 morts, 19 indépendantistes kanaks et 2 militaires. Il y a malheureusement une minorité d'extrémistes, de terroristes, qui ne croient qu'en l'assassinat, qu'en la violence, qu'ils sachent qu'ils ne trouveront pas au bout du chemin la réalité de ce qu'ils souhaitent. Tous les anciens colonies françaises ont payé le prix qu'il a fallu pour leur liberté. En 1984, les Kanaks se soulèvent, érigent des barrages et pillent des magasins. Pourquoi ?
parce que François Mitterrand vient d'être élu président et qu'il avait promis de reconnaître l'identité des peuples d'outre-mer. Mais une fois au pouvoir, il trahit sa promesse en proposant le statut lemoine qui déçoit profondément les indépendantistes kanaks. Ils se rassemblent pour fonder le FLNKS, dirigé par Jean-Marie Djibaou, déterminé à réclamer l'autodétermination de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Jean-Marie Djibaou, c'est une figure politique que vous devez absolument connaître. C'est une sorte de mélange entre Martin Luther King et Malcolm X. C'est un des pionniers des luttes actuelles pour l'émancipation kanak. En 1984, il organise Mélanésia 2000, un grand festival culturel qui fédère les tribus kanak sous une identité commune. Ton peuple souverain est fier pour proclamer, face au monde, face à l'histoire, ta souveraine liberté au Kanaki, mon pays. Et vive Kanaki! C'est à ce moment que le terme Kanaki est choisi par les indépendantistes pour nommer l'archipel et que le drapeau qu'on connaît est créé. Désormais, l'indépendance est revendiquée sous la bannière de la Kanaki. Rapidement, les affrontements éclatent dans la ville de Thiou contre des loyalistes caldoches qui ont formé des milices d'autodéfense car ils estiment que le pouvoir colonial les a abandonnés. Si les autorités refusent de faire leur travail, nous le disons officiellement et nous irons les chercher. C'est une réaction légitime. Vous irez avec des armes? Nous n'irons pas avec des bouquets de fleurs. Le gouvernement français envoie Pisani pour rétablir l'ordre, mais c'est trop tard. La violence s'intensifie. À Yengen, 10 indépendantistes, dont 2 frères de Jean-Marie Djibaou, sont tués par des loyalistes. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur Djibaou? J'essaie de ne pas avoir de haine. Malgré sa douleur, Djibaou appelle à la désescalade pour éviter un bain de sang. Les Kanaks se retirent, abandonnent les barrages, la police capture les auteurs de l'embuscade et entame une procédure judiciaire. Pendant l'accalmie, Pisani propose des pourparlers pour imaginer une indépendance d'association. Mais les discussions sont perturbées par un nouvel assassinat, celui du fils d'un grand éleveur caldoche. Les caldoches s'en prennent alors aux forces de l'ordre et aux indépendantistes. Furieux de ne pas être protégés par la France, ils menacent de se dissocier de la métropole et de diriger la Kanaki Nouvelle-Calédonie de façon autonome, comme les colons blancs l'ont fait aux États-Unis ou en Australie. La Nouvelle-Calédonie n'est pas coupée en deux, que ce n'est pas nous qui faisons du racisme, mais les indépendantistes. À cette époque, les caldoches représentent moins de 30% de la population de l'archipel, et pourtant, la France va choisir leur camp. Sans les caldoches, elle perdrait immédiatement le contrôle. Pour assurer le maintien de l'ordre colonial, on utilise la solidarité blanche, alors que dans la réalité, les caldoches et les métros se méprisent mutuellement. La France déploie le GIGN pour traquer les assassins présumés du jeune caldoche. Éloi Machoro, l'un des leaders du FLNKS, est tué par les forces de l'ordre. En janvier 1985, Jacques Chirac devient Premier ministre et envoie Bernard Ponce pacifier la Kanaki Nouvelle-Calédonie avec des milliers de militaires et de gendarmes. Les indépendantistes kanaks vivent cette occupation comme une humiliation, et le pire, c'est le verdict de l'embuscade de Yengen. Les auteurs de l'embuscade qui a tué 10 indépendantistes kanaks sont relâchés par la justice qui prononce un non-lieu. C'est quand même terrible, la justice aurait pu ouvrir un procès et prouver leur innocence. Mais c'est bien pire, un non-lieu, ça veut dire que le procès n'est même pas ouvert. On estime que les milices d'autodéfense ont agi en état de légitime défense. On passe donc à autre chose. Comment accepter une telle injustice quand on sait que de l'autre côté, les présumés assassins du jeune caldoche ont été exécutés sans procès par le GIGN? Les indépendantistes kanaks se remettent en question, ils cherchent de nouveaux moyens de lutte non violente. En 1987, la France organise un référendum sur l'indépendance. Le FLNKS décide de le boycotter pour critiquer la méthode du gouvernement. C'est donc le non à l'indépendance qui l'emporte à 98%. Mais les Kanaks n'ont pas voté. Jean-Marie Djibaou se tourne alors vers le mouvement des pays non alignés à l'ONU, obtenant la résolution 4141A, affirmant le droit inaliénable du peuple de la Nouvelle-Calédonie à l'autodétermination et à l'indépendance. À partir de là, il essaye d'attaquer la France en justice pour non-respect de sa mission qui serait d'accompagner la Kanaki Nouvelle-Calédonie vers cette indépendance. Et c'est alors qu'arrive le drame qui va traumatiser toute la Kanaki Nouvelle-Calédonie. En 1988, alors que la campagne présidentielle bat son plein en France, des élections régionales sont organisées en Kanaki Nouvelle-Calédonie.
Le FLNKS opte pour une campagne de désobéissance civile pacifique, il appelle les Kanaks à boycotter les élections et forme des groupes pour occuper les gendarmeries, remplaçant le drapeau français par le drapeau kanak. 2 jours avant le vote, le 22 avril 1988, 60 indépendantistes kanaks décident d'occuper la gendarmerie d'Ouvéa, une île de l'ouest de l'archipel. Les gendarmes, pris de panique, ouvrent le feu. La situation dégénère, les Kanaks décident alors de prendre en otage 27 gendarmes et se réfugient dans une grotte. En pleine élection présidentielle, la France est sous le choc. Le GIGN et l'armée sont dépêchés sur place mais peinent à localiser la grotte. Pour la libération des otages, les Kanaks proposent 3 conditions. L'annulation des élections régionales, la mise en place d'un référendum d'autodétermination, le retrait complet des forces de l'ordre françaises. Les journalistes sont interdits sur l'île, les militaires contrôlent tout, coupant les télécommunications et les accès. Face aux indépendantistes, la France n'hésite pas à violer les règles essentielles de la guerre, se comportant comme une véritable dictature. Le 5 mai 1988, un piège est tendu aux Kanaks. On leur fait croire qu'une équipe de journalistes vient filmer leurs revendications, et pendant 8 heures, les Français enfument la grotte avec des gaz lacrymogènes. Les Kanaks finissent par se rendre, et selon les témoignages des survivants, plusieurs hommes sont exécutés de sang-froid par les militaires français. Au total, le massacre d'Ouvéa a coûté la vie à 6 militaires français et 19 indépendantistes kanaks. Vous comprenez maintenant le contexte historique ultra-violent de la Kanaky Nouvelle-Calédonie. Et la situation actuelle de 2024 rappelle cette période. Barrage indépendantiste kanak, milice d'autodéfense caldoche, référendum boycotté, intervention du GIGN et de l'armée, pillage et saccage de magasins. Alors comment le gouvernement a-t-il, à l'époque, réussi à mettre fin à ces conflits? Pour éviter une guerre meurtrière, les leaders Caldoche et Jean-Marie Djibaou ont accepté de discuter. Les indépendantistes kanaks ont accepté de reconnaître les Caldoches et les immigrants comme des Calédoniens à part entière. On parle désormais du peuple kanak autochtone qui doit décider du sort de l'archipel en dialogue avec les communautés victimes de l'histoire. Jean-Marie Djibaou, malgré les désaccords, a tendu la main aux autres communautés pour imaginer un destin commun. Une situation qui rappelle celle de l'Afrique du Sud. En 1988, les accords de Matignon sont signés pour permettre aux communautés de dialoguer et de se reconstruire avec un rendez-vous dans 10 ans pour décider de leur destin. Mais en 1989, Jean-Marie Djibaou est assassiné par des Kanaks radicaux qui lui reprochent d'avoir accepté de collaborer avec les Caldoches. Mais le processus ne s'arrête pas. En 1998, indépendantistes, loyalistes et colons métropolitains se retrouvent pour signer les accords de Nouméa. Ces accords reconnaissent les droits des Kanaks, la légitimité des Caldoches et des immigrants, et officialisent la citoyenneté calédonienne. On décide de geler le corps électoral. Les citoyens calédoniens sont ceux qui vivaient sur le territoire avant les événements de 1988. Ceux arrivés après n'ont pas la citoyenneté. Maintenant que la Kanaky Nouvelle-Calédonie est séparée de la France, elle doit décider de son destin. 3 référendums réservés aux citoyens calédoniens vont donc être organisés. En 2018, le premier référendum donne 56,67% de non à l'indépendance. En 2020, le deuxième référendum donne 53% de non. L'écart est de plus en plus serré. Les indépendantistes sont confiants pour que le oui l'emporte pendant le 3e référendum. Ils pensent trouver les voix manquantes parmi les Kanaks. Sur proposition des loyalistes, le 3e référendum est fixé au 12 décembre 2021, avant l'élection présidentielle française. Mais les indépendantistes, eux, contestent. Ils veulent l'organiser en 2022. En plus, la pandémie de Covid-19 ravage les Kanaks, rendant la campagne impossible. Comme en 1987, le FLNKS choisit une technique non violente et appelle au boycott. Résultat, le 3e référendum donne 97% de non à l'indépendance. Il est évident que les indépendantistes n'ont pas voté. Ils demandent donc de recommencer ce référendum dans de meilleures conditions. Les loyalistes, cependant, considèrent la victoire officielle et souhaitent resserrer leurs liens avec Paris. De leur point de vue, les indépendantistes ont boycotté pour repousser l'échéance car ils étaient sûrs de perdre. Si on considère que la Kanaky Nouvelle-Calédonie a officiellement décidé de rester française, les loyalistes ont hâte d'officialiser leur entrée dans la République. Mais quelle est la procédure à suivre?
Si les référendums avaient fait consensus, les citoyens calédoniens auraient pu venir vers la France avec une proposition claire. Mais puisque les avis sont divisés, les loyalistes ont décidé de passer en force, ils appellent la France à la rescousse. En 2022, Emmanuel Macron nomme au gouvernement Sonia Backès, une des leaders loyalistes. Il soutient ensuite le projet de loi du député loyaliste Nicolas Metzdorf. C'est lui qui demande le dégel du corps électoral. L'universalisme, c'est que tous les citoyens naissent libres et égaux en droit. Et en Nouvelle-Calédonie, il y a actuellement une volonté de hiérarchiser les gens en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur lieu de naissance, en fonction de leurs ancêtres. Et vous savez, pendant les événements de 84-88, il y avait une phrase qui vient d'ailleurs des mouvements indépendantistes, mais que nous reprenons aujourd'hui à notre compte. Il y avait une phrase qui disait « Le plus dur, ce n'est pas de mourir, c'est de se sentir étranger dans son propre pays. » Les députés de gauche des Outre-mer accusent la France de colonialisme. Si jamais la mèche que vous allumez explose, est-ce que vous allez continuer à dire que le vote de ce projet de loi est un vote d'apaisement? Quand allez-vous enfin reconnaître vos erreurs? Vous êtes arc-boutés dans votre posture coloniale. La posture coloniale que vous évoquez, vous pouvez ne pas me la dire à moi, dont je suis petit-fils de colonisés. Oubliant qu'on peut très bien être descendant de colonisés et soutenir le colonialisme. Finalement, le projet de loi est voté. Si ce projet passe, près de 42 000 loyalistes entreront dans le corps électoral et décideront du destin de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. L'équilibre sera définitivement en faveur des loyalistes, et la Kanaki Nouvelle-Calédonie sera une colonie de peuplement réussie, comme l'Australie, comme le Canada. Alors pourquoi aller si vite ? Entre les accords de Matignon en 88 et aujourd'hui 2024, 36 ans seulement se sont écoulés. Après 200 ans de colonisation, les Kanaks n'ont eu qu'une brève période de 36 ans pour réussir à participer au gouvernement de l'archipel. Et déjà, cette opportunité semble se refermer. Le FLNKS et d'autres organisations se rassemblent au sein du CCAT. Comme en 1984, ils reprennent les armes, barrages, milices d'autodéfense, intervention du GIGN et de l'armée, pénurie. Comme en 1985, ce sont des Kanaks qui sont tués, notamment le jeune Djibril, dont on a l'histoire sur un article de Mediapart, des Kanaks déshumanisés par les grands médias. Des médias qui ne parlent que de la peur des caldoches et des métros. Je ne veux pas minimiser le stress et la peur ressentis par les métros et les caldoches depuis le 15 mai, ni leur douleur et leur traumatisme de voir leur maison brûler. Mais il faut regarder l'histoire avec du recul. Toutes les insurrections anticoloniales ont le même schéma, que ce soit en Haïti, en Algérie, dans toute l'Afrique. Ce type de récit médiatique sert à attiser la terreur chez les dominants. Ils ont peur de la vengeance des dominés. C'est un scénario médiatique très binaire qui ne correspond pas à la réalité, puisque sur le terrain, il y a des Kanaks tout aussi terrorisés dans leur maison, il y a des Blancs qui soutiennent les indépendantistes, il y a des descendants vietnamiens qui essayent de protéger leurs biens. Sur le terrain, la situation est plus complexe et plus nuancée. Mais les médias préfèrent polariser par la terreur. Je suis menacé de mort parce que je suis un des leaders non indépendantistes sur place, mais je crois qu'aujourd'hui, tous les Calédoniens qui vivent dans Nouméa et dans le Gros Nouméa et même au-delà sont aussi menacés de mort quelque part. Et grâce à cette terreur, les citoyens de métropole soutiennent aveuglément la répression coloniale. On est quand même relativement content que les forces armées soient arrivées ici pour nous donner un petit coup de main. Est-ce que vous auriez aimé qu'ils viennent plus tôt? Est-ce que vous vous dites qu'il y a eu peut-être une sous-estimation de ce qui se passait? Une sous-estimation, oui. On légitime les milices d'autodéfense, on minimise les assassinats commis par des Blancs. On appelle ça miliciens, mais en fait, le terme n'est pas vraiment approprié. Ce serait plutôt des citoyens qui défendent leur vie et leurs biens. On est assiégés, en fait. On est assiégés. La gauche demande le retrait du texte pour rouvrir le dialogue, pour apaiser les choses, pour calmer les tensions sur place. J'essaye de ne pas avoir de haine. Qu'avez-vous dans votre cœur ce matin, monsieur Djibaou? J'essaie de ne pas avoir de haine. Devant cette demande, parce que ça voudrait dire que ceux qui cassent, ceux qui pillent, ceux qui saccagent, ceux qui menacent, ceux qui blessent, et peut-être ceux qui tueront, auront eu raison. N'oublions pas la réalité, ce sont des Kanaks qui ont été tués. Le seul Caldoche mort avait ouvert le feu en premier après de multiples sommations.
et les gendarmes morts n'ont pas été tués par des Kanaks. Alors pourquoi le discours médiatique continue-t-il à criminaliser et déshumaniser les Kanaks indépendantistes? Pourquoi met-il en avant un prétendu racisme anti-blanc? Pour qu'il y ait racisme anti-blanc, il faudrait que les blancs soient sous-représentés politiquement, économiquement, médiatiquement, que les forces de l'ordre soient kanaks et violentent les blancs en toute impunité, que les milices kanaks tuent des blancs sans craindre la justice, que la langue kanak soit la langue officielle, qu'on utilise une monnaie kanak, que les blancs soient discriminés à l'embauche et au logement, qu'on leur apprenne à détester leur accent, leur couleur de peau, leur culture, et que tout ça servent à maintenir un projet colonial kanak. On est très loin de cette situation, qui n'existe d'ailleurs dans aucun pays anciennement colonisé. Autrement dit, la domination raciste n'est pas en train de s'inverser. Au contraire, en mettant en avant les insultes racistes anti-blancs, les colons légitiment encore plus la répression blanche et augmentent la violence de la domination raciste sur les Kanaks. Alors pourquoi on a cru que la domination raciste s'était retournée? Pour expliquer pourquoi ce genre de retournement ne choque personne aujourd'hui en France, je vous propose mon avis personnel, appuyé sur les pensées de Frantz Fanon dans le livre Les damnés de la Terre, et surtout dans son texte Racisme et culture. Je m'inspire aussi d'Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, d'Albert Memmi dans Portrait du colonisé, portrait du colonisateur, et de Colette Guillaumin dans L'idéologie raciste. Depuis 60 ans, on a limité le racisme à sa dimension morale. On s'est contenté de chercher les petites phrases et les insultes racistes de nos voisins pour les condamner moralement. Parce que cela permettait de pointer du doigt et de décrédibiliser le Rassemblement national et ses électeurs en priorité, mais aussi de décrédibiliser toute personne accusée de racisme. La majorité des politiques français, à droite mais surtout à gauche, ont donc instrumentaliser le racisme uniquement pour discréditer leurs adversaires politiques. Et paradoxalement, c'est ce qui a rendu l'argumentaire du Rassemblement national si efficace aujourd'hui. En vidant le racisme de son sens, il est devenu un simple jeu de mots utilisé pour gagner des points de morale dans des débats théoriques. Or, dans la réalité, nous sommes tous et toutes racistes car nous avons grandi dans une culture et un pays qui fonctionnent en partie grâce au racisme. La France est toujours aujourd'hui une puissance coloniale et le racisme est indispensable pour que cette colonisation fonctionne. Pour lutter réellement contre ce racisme, il faudrait donc commencer par une autocritique de chaque camp. Pour lutter contre le racisme sous toutes ses formes et pas seulement contre les insultes racistes. Tant qu'on limite le racisme à une faute morale, M. Metzdorf peut faire croire que les insultes qu'il reçoit sont l'expression d'une domination raciste. Le sale blanc, les blancs dehors, rentrez chez vous. Alors oui, sale blanc est une insulte raciste puisqu'elle reprend les catégories raciales créées par le système de domination coloniale. Je condamne donc l'insulte sale blanc car il est urgent de sortir de la grille de lecture raciste. On pourrait trouver plein d'autres insultes plus pertinentes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que sale blanc et sale kanak ne sont pas des insultes équivalentes. Dans le monde réel dans lequel nous vivons, sale kanak exprime une domination raciste réelle, visible dans les statistiques et dans l'histoire, tandis que sale blanc exprime une colère sans aucun pouvoir de domination, une colère immédiatement réprimée par les forces de l'ordre colonial. Pour terminer, certains sont surpris de voir les indépendantistes kanaks revendiquer le droit de défendre leurs terres, de garder leurs racines, leur culture, leur religion. On lâche pas, jusqu'à qui va retirer le texte là, qui va voter. Non, on lâche pas. On reste jusqu'à s'il faut mourir, on reste là sur les barrages. Pourquoi les Kanaks peuvent-ils formuler de telles revendications alors que les nationalistes français sont accusés de racisme? Encore une fois, il faut observer la réalité. Les Kanaks sont un peuple colonisé qui, après 200 ans de domination française, entrevoit enfin l'espoir de se libérer. Intégrer la République française signifierait perdre leur sénat coutumier, leurs lois spécifiques et leur autonomie. Ils connaissent le sort des autres peuples intégrés dans des colonies de peuplement, comme les Premières Nations aux États-Unis et au Canada, ou les aborigènes d'Australie. En Kanaki-Nouvelle-Calédonie, les colons métropolitains arrivent avec des salaires d'expatriés, des assurances, des voyages sécurisés, des primes. Les Kanaks n'ont pas peur d'un grand remplacement, ils luttent simplement contre la colonisation française depuis le XVIIIe siècle. Cela n'a rien à voir avec le militant nationaliste français vivant dans une métropole coloniale, protégé par ses lois, son armée et sa langue, et qui observe l'arrivée de migrants précaires, discriminés, persécutés par les forces de l'ordre. Ces migrants ne sont d'ailleurs pas envoyés par un État colonial, ils viennent souvent en France par rêve ou par nécessité, tandis que leur pays reste néocolonisé par la France.
Alors d'où vient cette peur du grand remplacement? Selon Renaud Camus, l'inventeur du concept, le grand remplacement c'est une contre-colonisation. C'est ce qu'ont vécu les Pieds-Noirs chassés d'Algérie, leurs églises remplacées par des mosquées, leurs langues reniées, leurs forces de l'ordre en déroute. Les Pieds-Noirs ont eu ce sentiment d'être grand remplacés dans ce qu'ils considéraient être leur pays, l'Algérie. Et ce traumatisme, ils l'ont importé en France, où ils ont peur de voir la situation se reproduire, alors que des migrants venus des anciennes colonies s'installent en métropole. Lisez le texte de Camus, vous allez voir, c'est vraiment la logique des colons vaincus. Dans le cas de la Kanaki Nouvelle-Calédonie, les Caldoches et les colons craignent un grand remplacement, et c'est pour ça que leur détresse résonne avec celle des nationalistes français. Au référendum sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie. J'ai voté non. Pourquoi? Parce que je viens d'Algérie et je voudrais pas que la Nouvelle-Calédonie fasse comme l'Algérie. Mais ce que vivent les nationalistes français, les Caldoches et les Kanaks, ne sont pas équivalents. Les Kanaks ne vivent pas une contre-colonisation. Ils vivent une colonisation au sens premier du terme. C'est pourquoi les indépendantistes kanaks refusent l'ouverture du corps électoral tant qu'ils n'ont pas établi avec les autres communautés les bases d'un destin commun apaisé. D'ailleurs, je vous recommande d'écouter les revendications des indépendantistes. Vous verrez qu'ils ne demandent absolument pas de chasser les Blancs, ni de dominer les Caldoches. Ils ont des revendications claires et apaisées, et c'est pour ça que les grands médias ne leur donnent jamais la parole. Il faut laisser la place à la discussion localement, quoi. Et pas notre premier accord avec l'État français et les loyalistes locaux, c'est qu'on a la possibilité de discuter entre nous et on a le sens du consensus. Donc là, on a un État qui impose sa volonté et qui surtout met un processus, on va dire, de recolonisation du pays. Donc c'est le danger, c'est pas le danger de la démocratie, c'est le danger des disparitions d'un peuple. Il y a encore du travail. Pour nous, la décolonisation doit continuer. On ne peut pas, sur la base des 3 consultations, s'arrêter et dire qu'il faut inscrire maintenant la Nouvelle-Calédonie dans un statut définitif au sein de la République. D'autant plus qu'on n'a pas participé à la 3e consultation. Pour nous, reconnaître les résultats, c'est comme si c'est une insulte par rapport à l'histoire, par rapport à tout ce qu'on a vécu, tout ce que nos pères, nos grands-pères, nos arrière-grands-pères, ils ont vécu. On ne peut pas s'asseoir sur tout ce qui s'est passé et sur le sang qui a coulé. On ne peut pas en mettre un terme puisque, après 3 référendums, le processus de décolonisation il doit se poursuivre puisque les Kanaks sont encore en marge. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas de référendum. On dit qu'il fallait reporter le référendum. Mais il faut que ce référendum ait lieu dans les mêmes conditions. C'est-à-dire avec un corps électoral, etc. Donc si à chaque fois on ouvre le corps électoral et puis qu'on refait les élections, ça va être difficile. Donc il faut qu'on recrée les conditions pour qu'il y ait un 3e référendum. Parce que pour nous, il n'a pas lieu. Et qu'on discute après sur une nouvelle forme de lien entre la France et le pays. Peut-être que dans 60 ans, la Kanaki Nouvelle-Calédonie ouvrira son droit du sol lorsqu'elle sera indépendante ou française. Une chose est sûre, nous devons faire confiance aux citoyens calédoniens pour résoudre cette crise. Malgré leurs désaccords, ils ont toujours réussi à tracer le chemin vers un destin commun. La France n'a pas à imposer son rythme dans un pays qu'elle doit aider à décoloniser. C'est d'ailleurs pour porter plainte contre la France à l'ONU que les indépendantistes kanaks se sont rapprochés de l'Azerbaïdjan, qui était le chef de file des pays non alignés jusqu'en 2024. Alors il y aurait encore beaucoup de choses à dire, par exemple sur la crise du nickel qui impacte aussi cette situation, sur l'interdiction brutale de TikTok, mais on va terminer cette vidéo. On a beaucoup parlé d'histoire, mais aujourd'hui c'est à nous de l'écrire. La balle est dans notre camp. Souvent on me demande, mais les gens à l'époque, ils étaient tous d'accord avec la colonisation? Je vous retourne la question. Aujourd'hui, en 2024, quelle est votre position? Dites-moi tout dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre la complexité de la situation coloniale dans laquelle se trouve la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Le racisme et le colonialisme sont le résultat d'une histoire réelle, ils ne peuvent pas être inversés en quelques années. Dans aucune ancienne colonie, on observe la mise en place d'un système de domination raciste où les Blancs sont dominés en tant que groupe social. Et ce n'est pas en Kanaki Nouvelle-Calédonie que ça va commencer. Pour éviter ces pièges, il est urgent de se renseigner sur la réalité de l'histoire coloniale, de sortir du monde binaire proposé par les colons, et de ne pas se contenter de critiquer moralement les méchants racistes. Remettons-nous en question. Nous sommes citoyens d'une puissance coloniale aujourd'hui en 2024. Même en tant que noir, puisque je suis français, je bénéficie de certains privilèges de ce système de domination. Alors qu'est-ce que j'en fais? Je vous pose la question.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, vous êtes peut-être d'accord avec ce que j'ai dit, peut-être pas. N'hésitez pas à lâcher des commentaires constructifs pour qu'on apprenne tous et toutes ensemble. Comme je l'ai dit, la situation est plus complexe que simplement l'angle raciste, mais je crois qu'il était important de prendre le temps de l'étudier. Si vous aimez notre travail, vous pouvez nous soutenir sur notre site internet histoirecrépue.fr. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne Histoire Crépue. Ciao, ciao, ciao!